Ok. Avant de commencer, je voudrais remercier la coop, et en particulier Sandrine, de m'avoir contacté et invité pour vous présenter le steampunk. Je suis très content d'être là. Hier, j'étais dans un musée dans le nord de la France, à Waterloo, et ce matin, je suis dans une superbe médiathèque. Je suis vraiment content d'être ici, parce qu'il n'y a pas souvent de médiathèques comme ça qui font autant de déco pour présenter notre passion. Donc moi, effectivement, comme l'a dit Sandrine, je suis Arthur Morgan. Est-ce que ça marche? C'est vers le haut, c'est vers le bas. C'est l'effet Bonani. Ça marchait tout à l'heure. Ça marchait. Attendez. C'est pas l'autre télécommande? On va C'est recommencer. du direct. Hop. Je mets sur on. Ça marche. Ah voilà. Donc je suis Arthur Morgan. Le steampunk m'est tombé dessus en 2001. En fait, j'habitais pas loin de Londres et je me baladais comme je le faisais tous les samedis, à dépenser tout mon maigre salaire dans des comics et des livres. Et il s'est passé qu'un jour, dans un de mes magasins de comics de BD préférés, le vendeur, que je commençais à connaître un petit peu, m'a tendu un comics. Il m'a dit ça va te plaire, et le comics s'appelait Steampunk de Chris Bacalo. Et à partir de là, j'ai commencé à gratter un petit peu. Je suis rentré en France, j'ai monté un des tout premiers sites internet Steampunk. Je vais couper mon téléphone. J'ai un des tout premiers blogs qui parlait du steampunk. Et puis ensuite, j'ai rencontré la folle équipe de French Steampunk. Et avec eux, on a monté ce qui est aujourd'hui la plus grosse communauté francophone. On est à peu près 30 000 sur Facebook, avec un site internet vraiment orienté culture steampunk. Et j'ai eu par ce biais-là la chance de rencontrer mon co-auteur Étienne Barnier, avec lequel j'ai fait le guide steampunk, un guide de découverte du steampunk bien sûr, et La France steampunk est un roman qui se passe en 1871 pendant la Commune, illustré de photographies de membres de la communauté steampunk française. Donc quand vous le feuilletez, à l'intérieur, vous avez une centaine de photos, pas de modèles qu'on a payés, mais de vraies personnes qui font vivre la communauté un peu partout en France. Et depuis un mois, j'anime, si vous voulez découvrir un peu plus ce steampunk, les mercredis du steampunk sur le site ActuSF. Et toutes les semaines, je prends un petit thème, par exemple la littérature, et je vous présente 3 livres qui me semblent intéressants de lire. 3 livres, 3 comics, 3 mangas, 3 courts-métrages, 3 films, etc. Et puis, je passe pas sous silence que j'ai monté avec ma compagne une marque de thé. On fait du thé geek et pop culture. On pourra en parler après, j'en ai ramené quelques-uns. Ma conviction personnelle dans le steampunk, ça fait 20 ans maintenant presque que je suis un peu son développement. Ma conviction, c'est que vous connaissez tous le steampunk. D'une façon ou d'une autre, vous avez croisé le chemin du steampunk, parce que malgré ce mot anglais un petit peu barbare, il y a du steampunk un petit peu partout dans notre vie de tous les jours. On va commencer par des visuels pour que vous puissiez comprendre en 3 images ce qu'est le steampunk, et puis après on peut passer à autre chose. La première de celles-ci, voilà. Qui sait d'où ça vient, ça, cette illustration? À part vous là-bas. C'est Wild Wild West, le film avec Will Smith, qui doit être là en bas, alors je sais plus quel est. Et voilà. C'est une adaptation de la série des années 60, Les Mystères de l'Ouest, série qui était déjà éminemment steampunk, qui mélangeait western, fantastique, espionnage avec des gadgets et des costumes. Là, on a une superbe illustration de ce qu'est le steampunk, une machine totalement improbable. Alors, cette araignée géante, en fait, quelques scènes plus tôt, est une locomotive. Et le méchant Miguelito Loveless la transforme en 3 coups de manivelle, la transforme en araignée géante. Donc, on voit quelques caractéristiques du steampunk. Tout d'abord, le gigantisme des machines, la fumée qui est du charbon. Et puis tout ce design un peu ici, presque délicat, qui fait penser à Gustave Eiffel. Encore plus simple, si vous avez voyagé un petit peu,
Ça, c'est à Nantes. Ça s'appelle les machines de Lille. Alors là, on a juste une des machines. C'est l'éléphant du sultan. Si vous avez la chance d'aller à Nantes, sur les docks, en fait, les docks ont été totalement refaits avec un gigantesque hangar. Vous pouvez grimper à l'intérieur, ce ne sont pas des mannequins, vous pouvez monter à l'intérieur et faire un tour des docks avec cet éléphant qui crache vraiment de l'eau. Mais il y a aussi un carrousel qui s'appelle le carrousel des fonds marins, sur 3 étages. Vous allez à l'intérieur, c'est comme un manège dans lequel vous installez tous les wagons de ce manège sont des créatures des eaux et elles sont toutes activables avec plein de manivelles, plein d'engrenages et vous pouvez les faire bouger. Donc il bouge l'éléphant? Ah oui, là vous montez à l'intérieur, il peut avancer. Tout un tour des docks. D'accord. Alors ça va très doucement, mais il y a tout un tour des docks. Vous voyez la personne ici dans le poste de pilotage. Ouais. Ici on a aussi des grandes caractéristiques du steampunk. Une inspiration presque Jules Verne, ça fait un peu penser au Tour de Monde en 80 jours, mais également tout ce mélange de métal, de cuir, de bois, qui sont aussi des caractéristiques des créations steampunk. Et encore plus simple, c'est pas très loin d'ici en plus, c'est une petite heure d'ici. C'est le Space Mountain à Disneyland. Donc tout le quartier, à Disney on dit des Landes, tout le quartier en fait autour de Space Mountain est directement inspiré de Jules Verne. On discutera un petit peu plus tard de ce que Jules Verne c'est du steampunk ou pas du steampunk. Mais donc tout ça est clairement inspiré de Jules Verne. Les designers se sont inspirés de toute l'esthétique que Jules Verne avait déployée dans ses romans. Là on a en fait le Space Mountain, si vous n'êtes jamais allé, c'est un canon qui vous emmène en fait sur la Lune. Donc un hommage à Jules Verne, une technologie qui n'existait pas au 19e siècle, et l'hommage est aussi ici avec la présence du Nautilus de 20 milieux sous les mers de Disney en 1954, 7, je sais plus. Donc voilà, on a le gigantisme, les machines à vapeur, une technologie totalement anachronique, et aussi beaucoup d'humour, comme on le verra après. Donc en fait, maintenant que vous avez un peu une idée un petit peu plus claire, j'espère, de ce qu'est le steampunk, alors vous allez en voir plein là, parce que la période de Noël est propice bizarrement au steampunk, je ne sais pas encore pourquoi, mais il y a quelques années, j'ai vu Orange a fait toute sa com autour d'un personnage qui avait un sac à dos avec une roquette derrière, tout un design steampunk. L'année dernière, les Galeries Lafayette avaient fait que des emballages blancs avec des engrenages dorés au-dessus. Donc c'est propice. Alors il y a ce mot, steampunk, qui fait un petit peu peur. Alors en fait, c'est assez simple. En fait, quelques années, un dictionnaire anglais, qui est un dictionnaire de référence, le Merriam-Webster, qui a tenté une définition. Et comme le dit mon co-auteur, le steampunk deviendra vraiment célèbre quand ma grand-mère connaîtra ce que ça veut dire, et ça passe d'abord par les dictionnaires. Alors que nous dit la définition de Merriam-Webster? Il nous dit que c'est de la science-fiction qui se passe dans des sociétés du 19e siècle, dominées par une technologie qui marche à la vapeur, qu'elle soit totalement imaginée ou historique. Cette définition est bien pour un dictionnaire, mais je vois déjà des gens au fond qui font. Effectivement, moi dans mon steampunk, j'aime bien, c'est mon héritage, j'aime bien mettre un peu de fantaisie dedans. Des elfes, des fées, de la magie, etc. Et du coup, là, il n'y a pas du tout cette dimension-là. Pourtant, ce que je fais, c'est aussi du steampunk. Et on verra aussi un petit peu plus tard dans la conférence que un des romans fondateurs du steampunk, il n'y a pas du tout de machine dedans. Donc c'est une définition qui ne me convient pas à moi, mais qui convient à d'autres. En fait, la grande force du steampunk, c'est qu'il n'y a pas de définition très précise. Le steampunk a émergé, comme on va le voir après, avec des auteurs américains, comme une grosse blague. Et puis ça s'est développé petit à petit, cette esthétique que tout le monde connaissait, ça s'est déployé, on a fait des romans, de plus en plus de romans, des bandes dessinées. Et puis quelqu'un a dit un jour, oui, mais pour que ça passe d'un autre stade que juste 3-4 auteurs qui font des bouquins, il faudrait que ça devienne un vrai genre. Et une des caractéristiques des genres culturels, c'est qu'il faut un manifeste. Et
donc il faut, dans tous les grands mouvements culturels, vous avez un manifeste, vous avez des œuvres fondatrices et des lignes directrices très claires. Et là, on l'a pas. Je ne sais pas s'il est là, la Bible Steampunk. Et la Bible Steampunk, qui est sortie il y a quelques années, donc, a tenté ce manifeste. Ils ont mis au tout début un manifeste qui a été écrit, mais alors, qui a été écrit 20 ans après que les premiers bouquins steampunk soient sortis. Donc, aucun intérêt. Et du coup, ça mettait de côté toute une partie de la culture. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de définition au steampunk. Mon steampunk à moi ne sera pas le même que celui de Sandrine, ne sera pas le même que celui de Colomb, qui est juste là derrière. On a tous nos petites définitions. Par contre, on est tous d'accord sur des grandes idées. Et ces grandes idées, elles sont clairement définies dans ce mot steam et punk dont on va parler tout de suite. Le steam, c'est facile. Le steam, c'est la vapeur. Le mot vapeur en anglais, ça parle de cette grande époque, le 19e siècle, dont toutes les machines marchaient à la vapeur. Ça parle de la révolution industrielle. Et donc, on va considérer qu'on est dans cette époque du 19e. Et bien sûr, mais par contre, on ne va pas s'attarder à l'époque précise, historique, du 19e siècle anglais. Alors, je parle d'un cadre pseudo-victorien. Victorien vient du règne de la reine Victoria en Angleterre, qui est l'explosion au 19e siècle de la culture britannique et de son empire, un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, disait-on. Quand je dis pseudo-victorien, c'est parce que dans le steampunk, on a du steampunk qui se passe dans les années 60, on a du steampunk qui se passe dans le futur. Donc, toutes les aventures steampunk ne se passent pas forcément dans ce cadre 19e siècle précis. Par contre, quand on parle d'Angleterre victorienne, on a tout de suite des images qui nous viennent, une esthétique très précise. Des chapeaux haute forme, des chapeaux melons, Sherlock Holmes, Jules Verne, des belles robes. Et donc c'est ça qui nous intéresse à nous steampunk, ou vaporistes, comme on s'appelle en France. C'est cette esthétique du 19e siècle, sans vraiment être à cheval sur la période historique. D'ailleurs, on parle de victorien, qui s'arrête peu ou prou en 1900, mais le steampunk, on peut considérer, comme on verra un peu plus tard, que le steampunk s'arrête au début plutôt autour de la Première Guerre mondiale. Et aussi le gigantisme. On aime bien, nous, les trucs qui sont énormes dans le steampunk. Si c'est pour se faire un bras mécanique, comme on le verra un petit peu plus tard, il faut que ce soit un gros bras mécanique. Et de toute façon, à l'époque, au 19e siècle, si on s'attache à ça, on n'était pas du tout dans la miniaturisation. On faisait des grands objets, des beaux objets. Après 1815, la machine était considérée comme une extension de la nature. Donc, la machine était grande, belle et presque unique. D'ailleurs, il y a un magazine steampunk qui s'appelle Steampunk Magazine, qui dit qu'on aime la machine, mais qu'on n'aime pas l'industrialisation qui en est faite. Et ça, c'est aussi important dans notre philosophie steampunk. Donc, la vapeur pour l'ère industrielle, l'esthétique du 19e siècle au sens large, et le gigantisme. On a vu le gigantisme.